Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, euh, voilà, consacré de nouveau au loss reserving. Donc dans ce tutoriel, nous allons faire un survol de tout ce qui touche au provisionnement actuariel. Euh, Avant d'entrer dans les détails, peut-être il convient de rappeler que lorsqu'il y a un sinistre ou des sinistres, il y a deux niveaux de provisionnement généralement dans les compagnies. Il y a la provision qui est faite par le service sinistre et ensuite, il y a les provisions qui sont calculées par l'actuariat sur base des statistiques et des historiques et puis avec des projections éventuelles de tout ce qui peut arriver dans le futur en tenant éventuellement compte de l'inflation ou pas. Donc voilà, donc le but de ce tuto très rapide, c'est vraiment de faire un survol de toute la problématique de provisionnement du point de vue actuariel. D'abord, c'est donc quoi une réserve? Parce que c'est ça la question. Le provisionnement, ça renvoie au fait de calculer les réserves. Une réserve, c'est un montant que la compagnie d'assurance devrait mettre de côté afin de faire face à à ses engagements connus ou inconnus. Ici, les engagements dont on parle, c'est bien entendu des sinistres, hein, dont des sinistres connus ou inconnus. Connus, ça veut dire que ces sinistres ont lieu et sont déjà déclarés à la compagnie. C'est ce qu'on appelle généralement la provision pour sinistre à régler. Euh, ou bien voilà, ça c'est une chose. Mais il y a également les IBNR, également, qui sont des sinistres qui ont eu lieu et, et qui n'ont pas encore été déclarés à la compagnie. Elle doit pouvoir évaluer tout cela. Et donc, elle doit constituer des réserves. Elle doit constituer des réserves pour faire face justement à ces engagements-là. Un cas particulier, par exemple, se dit, lorsque une voiture a un dégât matériel, par exemple, mais pendant que c'est déclaré, c'est chez le réparateur, hein, chez le garagiste, ben, le montant final qui sera payé par la compagnie n'est peut-être pas encore connu, mais la compagnie, dès lors qu'elle est au courant de ce sinistre-là, doit déjà penser à provisionner. Okay, donc ça c'est un cas, ou bien alors ça peut arriver que la compagnie soit bien au courant du fait que voilà certains travaux ont commencé sur le garagiste, sur la voiture, donc elle a déjà fait des débours, qu'elle a déjà payé certains montants et elle veut estimer ce qu'elle va payer en plus dans le futur. Donc elle a besoin de nouveau de calculer une réserve. Donc je rappelle encore bien qu'il y a la réserve calculée par les gestionnaires de sinistre, qui est la réserve calculée à la date d'aujourd'hui, et il y a la réserve actuarielle qui se calcule en faisant une projection beaucoup plus sur le futur et en tenant compte éventuellement des paramètres économiques. Alors, une fois qu'on a parlé de la réserve, alors, pour pouvoir calculer cette réserve, justement, les données doivent être traitées. Les données, généralement, chez les assureurs, ce sont des données, voilà, ce sont des informations contenues dans la base de données. Les actuaires doivent devoir aller puiser ces informations-là et les transformer. Et les transformer en différents formats utilisables. Alors, un des formats de transformation les plus connus, ce sont les triangles. OK? Mais ce ne sont pas les seuls. Donc, ce sont les triangles qui sont généralement beaucoup plus utilisés pour la plupart des méthodes classiques et on va dire stables. Mais les données peuvent également être aussi ligne par ligne, notamment quand on voudrait faire l'individual claim reserving, c'est-à-dire calculer les réserves ligne par ligne, dossier par dossier. Donc, généralement, pour les grands sinistres, on le fait le calcul vraiment dossier par dossier. Voilà. Alors, donc, comment est-ce qu'on construit un triangle pour les petits sinistres, ce qui est le plus connu de la plupart des gens? Ce qu'on va faire, j'ai mis ici un exemple très simple. Ça veut dire, on va regarder globalement dans nos données, par exemple, les sinistres qui ont eu lieu en 1991, 1991. On a payé 100, ensuite 150. Mais dans le triangle, moi, je vais mettre l'année
1991, qu'on voit là, et je vais dire la première année, donc en 91, on a payé 100, la deuxième année, on a payé 150. Vous voyez, ainsi de suite. Même chose pour l'année 1992, on a payé 300 la première année, ensuite 250. Dans mon triangle, je vais de nouveau mettre pour 92, la première année 300, la deuxième année 250. Donc, du coup, mon triangle agrège mes données. OK? Donc, ça les passe de la lecture calendaire à une lecture euh, triangulaire. Et alors, on parle en ce moment d'années de développement. OK? Voilà. Et donc, ces triangles sont hyper importants pour l'application de certaines méthodes actuarielles. Donc, on va citer quelques méthodes actuarielles qui existent. Ben, la plus répandue dans le monde, c'est la méthode de Chain-Leader, qui suppose que pour les années d'accidents connus, hein, ou les cohortes, ben, il existe des facteurs prédictifs qui permettent d'estimer leur évolution au fil du temps, donc au fil des années de développement. Et donc ces facteurs prédictifs-là, qu'on appelle généralement les facteurs de Chain-Leader, le H2H factor, il y a beaucoup de noms, euh, vont justement permettre de projeter les charges des années où on n'a pas assez d'informations et donc avoir une charge voilà à l'ultime. Donc le Chain-Leader, il faut dire qu'il s'applique tant sur les sinistres, sur les paiements, donc sur les triangles de paiement, que sur les triangles de charge. Donc charge, ça veut dire réserve et paiement à la fois. Et donc on va parler Chain-Leader sur paid, Chain-Leader sur une queue. OK? Alors la méthode de Chain-Leader, bien entendu, a une série de conditions à respecter, telles que la stabilité dans la gestion, ainsi de suite. À côté de cette méthode, ben, il y a des méthodes qui permettent voilà, d'aller au-delà du Chain-Leader quand les conditions ne sont pas respectées, telles que l'average cost per claim, c'est-à-dire la méthode du coût moyen. Donc moi, je l'utilise particulièrement quand je me rends compte qu'il y a des gros changements de gestion. Alors, même si même si je fais un calcul avec le Chain-Leader, ben, j'utilise quand même l'average cost per claim, ben, pour voir globalement parce que ben, c'est une méthode qui va permettre de projeter à la fois le cours moyen au cours du temps et ben, projeter bien entendu aussi notre nombre de sinistres et on fait un croisement qui nous permet de donner une certaine charge. La particularité de cette méthode, c'est qu'elle est moins sensible aux actes de gestion que le Chain-Leader où ben, si on a une accélération dans la gestion, ben, les facteurs de développement vont aussi changer fortement. OK. Alors, on a la méthode de DeVilder, euh, qui est une méthode basée cette fois-là sur les triangles incrémentaux et pas cumulés, comme le Chain-Leader sur les paiements, par exemple. Et alors, elle nous permet d'estimer globalement des facteurs hein, pour les différentes années de développement. Et donc, voilà, via une optimisation, hein, une, une fonction d'optimisation, on réussit à déterminer ces facteurs-là en réduisant l'erreur quadratique. Et, et on montre de manière mathématique que l'approche de DeVilder, finalement, est d'une certaine manière équivalente aussi à l'approche du Chain-Leader. Parce que finalement, l'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée des patterns, en fait, de développement. OK? Donc, à part ces méthodes basées sur les triangles, ben, comme je disais tantôt, on a les méthodes aussi individuelles, dont l'individual clue reserving, qui va permettre vraiment de projeter les sinistres cas par cas. Et voilà, en se basant sur une série de paramètres tels que, voilà, par exemple, le délai d'ouverture, le délai entre la date d'ouverture, le premier paiement, peut-être la réserve initiale, beaucoup de paramètres pareils. Et c'est très important, comme je disais au début, parce que ben, pour les grands sinistres, euh, ils sont tellement instables que les appliquer les méthodes classiques telles que Chain-Leader n'a pas trop de sens en fait. Même si certains actuels se permettent quand même de l'appliquer, hein, mais ça n'a pas trop de sens parce que voilà, les hypothèses de stabilité ne sont pas sont très peu vérifiées. C'est aussi intéressant parce que justement, avec les grands sinistres, ben,
on a les traités de réassurance. Et la plupart des traités de réassurance sont généralement, hein, en tout cas en assurance non-vie, de type excess of loss, donc et par police, excess of loss par police. Or, pour pouvoir appliquer ton excess of loss par police, ben, il faut avoir l'estimation de ta charge par police, ce qui n'est pas possible si tu utilises une méthode agrégée en fait. Donc voilà. On a aussi comme méthode le bootstrap, hein, c'est une méthode de rééchantillonnage, donc ça va permettre facilement de déterminer aussi les quantiles et ainsi de suite. Et on a aussi le Munich Chain Leader, qui est une méthode née du fait que les acteurs se rendaient très rapidement compte que l'utilisation du chain leader, par exemple, sur les paiements et sur les charges, sur les NQO, ne donnait pas toujours des résultats aussi proches que ça. Donc, il y avait parfois une déviance. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant quand on fait du reserving, de toujours comprendre la déviance qu'il peut y avoir entre certaines méthodes. En tout cas, moi, je l'ai fait pendant beaucoup d'années quand j'ai des dossiers de reserving, toujours comprendre qu'est-ce qui peut expliquer les écarts. Et les raisons peuvent être parfois surprenantes, mais ça nous permet de bien comprendre, en fait, finalement, ce qu'on sert à notre direction. Donc, pour revenir au Munich Chain Leader, dans le Munich Chain Leader est donné parce que les estimations avec les triangles des paiements étaient généralement très différents des triangles basés sur les charges, dans la plupart des compagnies. OK, surtout les compagnies où on laisse du gras dans les réserves. Donc, et alors, du coup, c'est une méthode où on va calculer des facteurs de développement qui vont être une sorte de corrélation entre les deux facteurs de développement des paiements comme des NQO. Et donc, du coup, le résultat final du Munich Leader sera une sorte de moyenne, en fait, dans la plupart des cas. OK. Alors, comment R peut nous aider? R peut nous aider à transformer, à importer d'abord nos données plates, hein, les importer dans notre système. On peut transformer ces données, on peut les analyser, on peut les cumuler si elles sont incrémentales, on peut les rendre incrémentales si elles étaient déjà cumulées, on peut faire l'analyse de données, on peut projeter les cash flows, on peut faire beaucoup de choses grâce à R. Moi, je vais vous montrer, voilà, faire un survol rapide avec R pour que vous puissiez voir comment ça s'applique. Et si vous voulez aller plus loin, je suis à votre disposition pour, voilà, soit intervenir lors d'une mission, soit donner une formation à vos équipes. Alors, on va dans R. Et donc ici, voilà, j'ai déjà installé le package qui permet de faire le travail pour ne pas perdre de temps. Par contre, je vais importer le fichier qui est là, testdata.csv. Il est importé, donc il part du système à mon environnement de travail. Et je vais le mettre dans MyData. Et donc voilà, il s'affiche. Dans MyData, comme vous pouvez voir, ce sont des données plates et qui contiennent plusieurs branches d'activité. Et donc, les principales variables de MyData, on a l'année d'origine, on a l'année de développement, on a la valeur, dont on va dire le paiement, et on a le line of business, dont la branche d'activité. Alors ici, on a déjà l'année de développement, mais vous comprenez bien qu'on aurait pu mettre simplement l'année de paiement et alors déduire l'année de développement via un petit calcul. En R, avec un mutate, hein, et donc le déduire. Alors une chose aussi intéressante, c'est vu qu'on a beaucoup de line of business, donc là on a ABC, RARA et beaucoup d'autres, voilà, on aurait pu dire c'est la RC Auto, la dégâts matériels, c'est l'incendie, c'est la responsabilité civile, c'est la protection juridique, ainsi de suite. Mais pour mon analyse, je vais me limiter à une seule branche d'activité, et c'est très simple, R nous permet de le faire, d'extraire de toutes ces branches d'activité, une seule branche de laquelle je vais faire mon analyse. Et on va extraire ici la branche RARA. Et voilà le code pour le faire. Et on va afficher cette branche qu'on a extrait dans l'ensemble. Voilà, vous verrez que les nouvelles données plates ne contiennent que du RARA. OK. Ensuite, cette branche-là, qui est plate, on va la transformer en triangle. OK. Alors, j'ai bien dit tout à l'heure dans l'exposé, faites bien attention qu'on parle bien ici globalement des petits triangles. Sinon, il faut faire des séparations. Il y a des méthodes de séparation qui existent. Je donnerai peut-être un tuto là-dessus. Donc,
On a des méthodes telles que la méthode de Gertesgarb, je ne prononce pas toujours bien, que je n'aime pas trop parce que il est prouvé que voilà, elle est un peu voilà, elle a beaucoup de manquements, mais il y a d'autres méthodes telles que l'algorithme de Hild, la méthode de Main Access Plot. Donc voilà, on a beaucoup de méthodes qui permettent de séparer les petits et les grands sinistres. Et donc notre donnée plate qu'on a transformée en triangle, voilà, les voilà, dont le triangle est là maintenant. Et donc on peut appliquer dessus nos différents algorithmes connus. On peut s'amuser à tracer voilà, nos données pour voir globalement déjà comment elles évoluent, voir s'il y a déjà des premières choses à tirer. Nos données, on sait les passer, par exemple, de cumuler à incrémental. OK, c'est ce que je fais au travers de cette fonction cum to incre. Je sais calculer, par exemple, tout ce qui est méthode de Mac. Donc ici, voilà, avec la paramétrisation sur R, ben, vous voyez ici, j'ai pour les données que j'ai introduites, pour chaque année de développement, j'ai mes dernières observations, hein, ce qui est dans last test. J'ai mes facteurs, j'ai ma valeur à l'ultime. Donc, quand j'ai ma dernière observation, c'est tout ce qui est sur ma diagonale, hein, mon triangle. J'ai ma valeur à l'ultime, j'ai mon IBNR, ok. J'ai mon erreur standard, j'ai mon coefficient de variation également, ok. Donc, j'ai toutes les informations, pas année de surveillance, mais aussi au global. OK, et je peux m'amuser, si je veux faire mon rapport, ben, à plotter beaucoup d'autres choses. Par exemple, vous voyez, j'ai là tous mes graphiques qui me permettent de regarder globalement mon analyse, comment mes données évoluent, et ainsi de suite. Est-ce que ce que, en gros, je pense comme stabilité tient la route ou pas, ben, que je sais mettre aussi dans mon rapport à destination de la fonction actuarielle, si jamais c'est pas la fonction actuarielle, si le travail n'est pas fait directement par la fonction actuarielle, ou bien le CRO, le comité de direction, en fonction voilà, de la gouvernance qu'il y a dans la société. Voilà, donc tout ce que je viens de montrer, c'est vraiment une vue high level, et il faut pouvoir comprendre vraiment tous les mécanismes actuariels qui sont derrière chaque ligne de code que l'on entre, ce que ça veut dire de manière très concrète, afin de pouvoir bien interpréter ces résultats, et je suis à votre disposition pour cela. Voilà, alors les prochaines vidéos voilà, que je vais donner au sujet du loss reserving, je vais sans doute donner une vidéo beaucoup plus détaillée, complète sur la méthode Chainleader, la méthode de Mark, avec des applications bien entendu avec R, le Mute Chainleader, le Bootstrap, bien entendu l'individual claim reserving, et bien entendu également certainement un tuto sur tout ce qui est USP, le Document Specific Parameters, tout ce qui est également détermination du capital avec le Bootstrap par exemple et autres. Voilà. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, ce tuto. Je suis à votre disposition. Voilà, pour toutes les questions voilà, de sciences actuarielles, y compris loss reserving, qu'on vient de survoler, de risk management, de réassurance, de risque opérationnel, et y compris les développements de logiciels, développement actuariel de logiciels. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.